Eh bien, bonjour à tous. Merci Magali. Merci Monsieur Martinet également pour cette belle introduction qui résonne. Je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. Je me permets du coup de me présenter, puis je te laisserai la parole bien évidemment juste après Séverine. Honneur aux dames, on dit, mais voilà, tu as beaucoup parlé, donc je me permets juste de commencer en quelques mots. Donc, je suis Mathieu, je suis le cofondateur de la société Sequoia, au sein de laquelle on a créé une solution qui s'intitule Card Microlearning. Donc, c'est une plateforme qui permet de créer des formations courtes et facilement mémorables. Voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant. Séverine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire pourquoi tu es là également aujourd'hui côté Decima Formation? Bonjour à tous. Donc moi je suis Séverine Bernard, je suis responsable pédagogique de Decima Formation. Decima Formation, c'est un organisme filial d'un réseau d'EHPAD et de services à la personne. Donc le public que nous formons, c'est du public soignant et du public accompagnant auprès de personnes vulnérables. Voilà. On est un organisme de formation qui a maintenant 16 ans d'existence. On accueille 2800 stagiaires par an pour à peu près 20 000 heures de formation. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'on a une augmentation du nombre de stagiaires, mais une diminution du nombre d'heures formation. Très clair. Ton rôle à toi, chez Decima Formation, c'est quoi en quelques mots? Ouais, donc en tant que responsable pédagogique, je suis en charge donc, de constituer l'équipe de formateurs, sachant que nous n'avons pas de formateurs internes. On fait appel uniquement à des consultants externes, tous professionnels du secteur de la gérontologie. Ce qui est important dans la sélection des intervenants que je fais, c'est d'avoir des professionnels qui sont connectés au terrain, puisqu'ils vont parler à des pairs, donc avoir l'expérience, l'expertise, les mots, et le vécu terrain pour avoir toute la crédibilité et comprendre aussi les situations qu'apportent les stagiaires en formation, puisque on parlait de coaching juste avant. On n'est plus effectivement sur la posture du formateur avec une information descendante. On est plutôt sur de l'analyse de situation professionnelle, sur du retour d'expérience, de l'analyse d'expérience et l'apport de clés de résolution. Très clair, merci. Et vas-y, ben voilà. La parole est à toi. Et donc également, mon rôle, c'est de créer les parcours de formation et d'intégrer de plus en plus effectivement des solutions hybrides au présentiel pour pouvoir répondre aussi à des besoins naissants, même si, je vous l'expliquerai plus tard, le public auquel s'adresse Decima Formation est un public qui adore le présentiel. Ce dont tu vas nous parler, surtout aujourd'hui, Séverine, la raison pour laquelle on a la chance d'être avec toi, c'est pour nous parler de ce sujet, l'optimisation justement des temps d'apprentissage grâce au microlearning. Juste pour faire une rapide mise en contexte, en situation, on s'est rencontrés en ligne pendant la phase de premier confinement avec Séverine, avec également Jean-Christophe, le directeur de Decima. Ça faisait déjà de mémoire 1 an qu'on échangeait par mail ou par téléphone. Et en fait, le premier confinement a un peu déclenché malgré soi les choses. C'est comme ça qu'on en est arrivé du coup à collaborer, à travailler ensemble. Est-ce que tu peux, dans ce sens ou dans un autre sens, nous dire pourquoi vous vous êtes tourné vers le microlearning? Alors, le premier confinement, effectivement, a été l'occasion pour Decima Formation de développer des projets. Parce qu'encore une fois, les publics qu'on accueille en formation sont des publics soignants et accompagnants. Et pendant le premier confinement, notre activité formation a été totalement arrêtée. Pendant pratiquement 3 mois, on n'a pas eu d'apprenants. Tout simplement parce que nos stagiaires étaient soit sur le terrain, soit en jour de repos, repos dont ils avaient bien besoin et ce n'était pas le moment de leur proposer de la formation. Et ce qui s'est... donc le projet qu'on a démarré à ce moment-là et la réflexion, alors qu'on avait déjà depuis quelque temps au niveau de Decima Formation et sur laquelle on a eu le temps de travailler, c'est notamment un public de stagiaires qui sont les intervenants à domicile.
Donc les intervenants à domicile, on parle d'aides ménagères qui interviennent sur des tâches d'entretien du cadre de vie, sur des tâches de repassage, sur de la garde d'enfants. Et on parle aussi d'auxiliaires de vie qui s'occupent de personnes dépendantes à domicile. Ce public n'arrive pas au travail le matin et repart le soir. Ils arrivent le matin sur une première mission, ils restent 1 heure, 1 heure et demie, ils repartent, ils ont un trajet, ils ont une deuxième mission, puis ils ont un trajet, puis une troisième mission, et ils peuvent enchaîner comme ça 4, 5 missions avec des déplacements intermissions à chaque fois. La réflexion qu'on avait avec l'employeur, c'était que ces temps de déplacement sont des temps rémunérés, hein, c'est un temps considéré comme un temps de travail, mais finalement c'était un temps perdu. Et Cards est arrivé. On est arrivé au bon moment. Voilà, Cards est arrivé au bon moment parce que on s'est rendu compte que le micro-learning, sur ces temps de déplacement qui vont de 10 à 30 minutes, ben, le micro-learning, c'était la bonne solution. C'était la bonne solution parce que le micro-learning, on est sur des sessions de formation qui sont très très courtes, qui peuvent être démarrées, arrêtées, reprises, qui donnent une fluidité d'utilisation qui est vraiment intéressante. Et quand même, je précise que les intervenants à domicile qui sont concernés par ce type d'apprentissage, enfin de méthode d'apprentissage, sont des professionnels qui se déplacent en transport en commun, quand même. Pardon. Et non pas en voiture. Et non pas en voiture. Ne prenez pas peur. Donc voilà, et du coup on a commencé à travailler avec Cards, on a réfléchi avec l'employeur sur ce qu'on pouvait développer comme contenu de formation sous ces formats micro-learning, à la fois sur du contenu où on est sur des choses vraiment très liées à la posture professionnelle, à la bientraitance, à la connaissance du règlement intérieur, voilà, des choses liées à l'emploi, liées au cadre, mais aussi des contenus de formation qui sont très techniques. Parler de techniques de repassage en micro-learning, eh ben, c'est possible. C'est possible parce que Cards permet aussi d'inclure de la vidéo. Alors, je ne vais pas trop en dire sur la vidéo maintenant, j'en parlerai peut-être plus tard. Mais voilà, on a la possibilité sur ces temps très courts d'apprentissage d'intégrer des vidéos qui durent 20 secondes, 30 secondes et qui sont très très riches en contenu. Alors, il y a une des questions aussi qu'on peut se poser, que vous posez peut-être d'ailleurs vous aussi aujourd'hui, c'est en tant que responsable pédagogique, en tant que formatrice, le micro-learning a aussi bouleversé ou a changé tes pratiques. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ce que ça implique de ton côté ou du côté de tes équipes de formateurs ou formatrices ? Alors, pour le moment, au niveau des équipes de formateurs, on commence à travailler avec eux sur le micro-learning. Pour le moment, c'est vraiment... c'est moi qui me le suis accaparé. Mais je me le suis accaparé parce que c'est un outil que j'aime bien. Donc, je me le garde. Ce que ça a changé, c'est... là où, effectivement, on pouvait être sur des formations présentielles à 100%, ça a été l'opportunité de commencer à créer de l'hybridation. Notamment quand on a repris les actions de formation à partir de juin 2020 en présentiel. Voilà, d'avoir différentes phases dans les contenus. Une première phase, via du micro-learning sur de l'acquisition de prérequis nécessaires pour intégrer la formation, puis la formation en présentiel. Et en post-formation, de pouvoir utiliser le micro-learning pour faire un bouclage, pour faire l'évaluation de post-formation. Voilà, donc c'est un nouvel outil qui... alors, je vais parler des stagiaires, du coup, parce que au niveau des CIMA, les stagiaires aiment se voir, aiment être présents, aiment parler, sont encore très papier. Et j'avoue que j'avais aussi un petit peu une appréhension d'apporter un nouvel outil qui les sort aussi de leurs habitudes et de leur fonctionnement. Et en fait, le micro-learning a été très très bien reçu
parce que, en fait, ils l'ont pris comme du fait qu'ils peuvent le faire sur un smartphone, sur une tablette, que c'est très visuel, il y a de la vidéo, on intègre pas mal d'émoticônes. Enfin voilà, je rends quelque chose de très vivant. Il faut le dire, c'est toi qui t'en Oui, occupes. moi. Ouais. Du coup, ils ont l'impression de faire un jeu, de prendre leur smartphone pour faire de l'occupationnel, comme ils joueraient à Candy Crush ou je suis pas très jeu sur téléphone, je sais pas ce qui se fait actuellement. C'est un bon exemple. On y est toujours ? Ok. Donc, et du coup, une appropriation qui s'est faite de manière très naturelle. Très naturelle, parce que voilà, ils peuvent commencer leur session de formation, et puis faire une pause, et puis la continuer, et puis de nouveau s'arrêter, en commencer une autre, pourquoi pas, parce que il y a plein de possibilités possibles. Mais voilà, quelque chose de très fluide, très flexible, et qui au final est bien entré dans les mœurs. Alors justement, parlons de tes apprenants. En fait, il y a une particularité quand même chez Decima, c'est que tes apprenants sont aussi des clients, ou peuvent être des clients en l'occurrence. Est-ce qu'ils ont eu un rôle dans cette phase de crise sanitaire ? Alors même si on est aujourd'hui en train d'en sortir, on a encore tous le masque, hein, mine de rien, sur le nez, alors, sauf nous qui parlons là sur l'estrade. Mais est-ce que tes clients, ils ont un rôle ou ils ont une projection dans ce rôle de pratique pédagogique, d'appropriation de l'outil? Est-ce que tu vas leur mettre dans les mains? Est-ce que tu leur as déjà mis dans les mains? Tu parlais tout à l'heure de vidéo, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, on a eu effectivement, on a testé avec l'employeur, auprès d'une vingtaine d'intervenants à domicile. On a dans un premier temps testé l'outil. Et puis, alors on a eu plein de surprises parce que, notamment sur l'apport de vidéo dans le micro-learning, quand j'ai commencé à concevoir les sessions de micro-learning, j'allais piocher des vidéos sur YouTube, tout simplement. Alors, vidéos qui, en plus, avaient le désavantage d'être des vidéos d'entreprises concurrentes. Mais bon, j'ai fait avec ce que je trouvais. Alors, ce qui a été très drôle, c'est qu'on a beaucoup de professionnels, quasiment la totalité du groupe test, qui est allé voir l'employeur et qui leur dit « Mais pourquoi c'est pas nous sur les vidéos ?» Bah oui, pourquoi ? Et du coup, on est parti de leur réflexion et on s'est dit oui, effectivement, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. En plus, au sein de la structure employeur, donc je vais le citer, hein, c'est la compagnie de Louis, donc qui est une filiale du réseau Méris au même titre que Decima. Donc on avait tout le panel sous la main pour pouvoir avancer. Au sein du groupe test, on a également des intervenants à domicile qui sont tutrices, donc qui intègrent les nouveaux collaborateurs, donc qui ont cette habitude pédagogique, cette habitude de transmission, cette habitude de mise en situation, d'explication des gestes. Donc on s'est dit, allez, banco, donc on a commencé à filmer, on continue à filmer d'ailleurs des situations professionnelles, donc technique de repassage d'une chemise, la technique de repassage de la housse de couette, le protocole d'entretien d'une salle de bain, voilà. Et là où on avait des professionnels qui étaient très éloignés de cette typologie d'apprentissage, voyant leurs collègues jouer le jeu, intégrer le dispositif, apparaître à l'écran, et finalement, je ne vais pas apprendre une nouvelle technique via quelqu'un que je ne connais pas, je vais regarder ma collègue. Donc c'est aussi un décalage maintenant des outils de tutorat finalement, où plutôt que d'avoir un tutorat en présentiel, le tutorat on peut aussi le faire en distanciel via l'outil de micro-learning. Parfait, donc en final on en arrive à du micro-learning qui se transforme en peer-to-peer learning, du coup en partage de connaissannes. J'avais juste peut-être une dernière question sur non plus cette fois le contexte sanitaire, on en a assez parlé, on ne va pas l'oublier évidemment, mais tu me partageais un élément très important et tu l'as repartagé tout à l'heure en introduction. C'est que tes apprenants, tes clients, ils veulent maintenir ce lien en présentiel. Et que tu as des gens qui sont à Marseille, qui sont un peu partout en France,
qui voudraient venir du coup à Lyon, à Caluire en l'occurrence, suivre vos formations. Comment ça se passe du coup pour ces personnes qui n'ont pas pu se déplacer et peuvent de nouveau se déplacer? Est-ce que du coup elles continuent de suivre du micro-learning et vous dites on fait des économies, on les laisse à Marseille et du coup c'est micro-learnez-vous chez vous, entre guillemets, ou bien est-ce qu'elles viennent et du coup comment vous avez ce jeu de mixité, d'hybridation entre présentiel et distanciel? Le micro-learning n'a pas du tout vocation chez Decima de remplacer le présentiel. On est vraiment dans une logique de formation mixte. Alors, je vais revenir quand même sur la crise sanitaire. Tu voulais qu'on en sorte et j'y reviens. Quand on a repris l'activité, quand on a pu rouvrir le centre de formation début juin 2020, effectivement, on avait notre public de stagiaires métropole qui venaient facilement dans nos locaux. Nos locaux sont à Caluire. Mais le réseau Oméris, on a également donc, des EHPAD qui sont à Marseille, à la Grande Motte, à Montargis, à Orléans, en Suisse également. Et ce qui s'est passé à la reprise, c'est que ces stagiaires, ces salariés éloignés, ont vécu l'impact des transports ferroviaires et aériens qui étaient loin d'avoir repris leur activité normale et ne pouvaient pas venir sur place se former. Donc on s'est dit, pas grave, ça fait 3 mois qu'on bosse en visio, on va faire ça, on va faire de l'hybridation, il y aura un groupe en salle de formation, les autres, on va les connecter en distanciel, ça va super bien marcher. Alors ça a super bien marché, au début, dans le sens où les salariés étaient contents de quand même pouvoir suivre la formation. L'employeur était content de ne pas avoir de frais de déplacement et d'hébergement à payer. Et puis nous, de proposer une solution qui permette quand même d'avoir le maximum d'apprenants. Et très rapidement, en fait, on s'est rendu compte qu'on créait de la frustration chez les apprenants en distanciel. Parce que les interactions n'étaient pas les mêmes. Il y a quand même toujours un petit temps de décalage quand on a une connexion. Donc le temps qu'ils réagissent à ce qui se passait dans la salle de formation, quelquefois il y avait déjà une nouvelle discussion qui s'était mise en place. Donc difficile de revenir dedans. Et puis la sensation de louper un vécu de groupe, les temps de pause, le temps du déjeuner, où c'est des temps connexes, mais c'est des temps où le groupe continue d'échanger, où le formateur reste présent, où il se passe des choses, il se passe plein de choses, des sujets qui n'étaient pas prévus au programme de la journée sont abordés sur ces temps-là. Et du coup, les stagiaires en distanciel, sur ces temps de pause, se déconnectaient, allaient manger leur sandwich de leur côté et se reconnectaient au moment de la reprise. Et au moment de la reconnexion, pas dedans. Il s'était passé quelque chose en présentiel et eux n'étaient pas là. Et ce que ça a révélé, c'est que là où on avait des salariés qui rechignaient à se déplacer pour venir en formation, et finalement, se déplacer, qu'est-ce que c'est bien? Être présent, qu'est-ce que c'est bien? Je pense que c'est vraiment lié aussi au public qu'on accueille en formation. On est sur du soignant, on est sur de l'humain, on est sur de la relation. Et cette relation, ils en ont besoin, et encore plus depuis l'année qu'on vient de passer, qu'on vient de vivre. Super, merci pour ce beau témoignage. Je tenais à te remercier d'être venu du coup aujourd'hui témoigner et partager cette vision. On n'a pas mis beaucoup de slides avec beaucoup de texte parce que vous l'avez compris, le micro-learning c'est faire court, simple. Bon, même si là on a partagé pendant quelques minutes, mais juste la petite info, c'est, je ne sais pas si vous le saviez, mais en 3 à 5 minutes, on retient plus qu'en 1 heure de formation. Donc la question aussi qu'il faut se poser, c'est quel que soit le métier, comment est-ce qu'on arrive à mieux mémoriser tout au long de sa vie. Donc si vous avez des questions à poser à Séverine ou moi-même, on est toutes oui. Si. Toi, tu fais tout le boulot, c'est cool. Donc je me lève juste pour donner le micro. Deux en simultané. C'est une question ? C'est une question. C'est une vraie question cette fois. Combien de temps ça vous prend
de réaliser une formation complète, disons de 5 minutes, de l'idéation jusqu'à la prise en main par les apprenants? C'est très rapide. Moi, au niveau de la conception vraiment du micro-learning sur une session de 5 minutes, je vais avoir 3 heures, 3 heures et demie de travail, de conception. Et en fait, l'appropriation par l'apprenant est vraiment très simple et en fait n'a même pas besoin d'explication parce que à partir du moment où le parcours en micro-learning est créé, il y a un lien qui est généré et ce lien, soit je l'envoie à l'employeur, soit j'envoie directement au stagiaire, tout dépend des modalités qu'on a mises en place. Et en fait, à partir du moment où il clique sur le lien, tout est vraiment ergonomique et il n'a pas besoin d'explication. Il n'a pas besoin qu'on le guide pour utiliser l'outil de micro-learning. Et ça, c'est vraiment un gain aussi qui est très très important. Ok. On parle de combien d'apprenants au total? Aujourd'hui, en micro-learning, on est... Alors, j'ai pas le compteur exact en tête, mais là, depuis 1 an, je suis à une centaine d'apprenants. Oui, bonjour. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a des gestes qui sont difficiles à transposer en distanciel, des choses que vous vous dites, là, je ne vais pas le faire apprendre en visio parce que peut-être, je ne sais pas si par exemple c'était transporter un malade ou des choses comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des limites malgré tout dans les contenus des formations que vous donnez comme ça? Oui, il y a des limites. Alors, soit effectivement, ces limites peuvent être un tout petit peu dépassées justement par l'intégration de vidéos, mais des gestes qui demandent des protocoles de soins vraiment particuliers qui pourraient, s'ils sont mal pratiqués, soit mettre en danger le patient, le résident, ou mettre en danger le professionnel. Là, nous, au niveau déontologique, on s'est dit stop. Et c'est aussi pour ça qu'on a encore beaucoup de formations en présentiel. C'est parce que ces démonstrations, ces expérimentations doivent se vivre. Et le formateur reste le garant du bon geste technique et la validation du geste technique. Un pansement, enfin n'importe quelle catégorie de pansement, s'il est mal réalisé, peut être très dangereux. Donc autant avoir l'œil direct sur ce type de réalisation en formation pour être sûr qu'il soit bien reproduit et de mettre personne en danger. Je me permets juste, excuse-moi, c'est une bonne question, enfin la question d'avant aussi était excellente. C'est une bonne question parce que souvent quand on met dans les mains d'un formateur ou d'un passionné un outil, il va tout faire avec l'outil, il se dit que l'outil peut tout remplacer et on pense que c'est faux. Enfin, ce matin, dans l'autre salle, il y avait une personne de Enedis qui partageait justement avec, je crois, Spidernet, sa vision du coup et l'utilisation de la formation en immersive learning sur des métiers risqués. Et là, même chose sur des gestes. Quelle que soit la techno, quel que soit l'outil, et désolé pour ceux qui font de la VR ou même d'autres technos, on a besoin, ou les gens ont besoin de contact, d'humain, de présentiel, de pratique. Donc il y a des choses en effet, et ça vous l'avez génialement compris. C'est pas le cas de tout le monde, donc c'est aussi notre rôle, notre responsabilité de dire ok, on a créé un outil, on a créé une plateforme, maintenant il faut aussi sortir et savoir sortir de cette plateforme suivant les métiers et les besoins et les risques. Les apprenants, outre la consultation, qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité d'action ou interaction dans leur apprentissage micro-learné? Est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils ont des choses à faire ou est-ce qu'ils consultent simplement? Enfin, simplement non, mais est-ce qu'ils déroulent des contenus ils réalisent effectivement la formation. Ils sont à la fin de la formation évalués, soit le plus souvent par un quiz. Mais en tout cas, nous, au niveau de l'utilisation que l'on fait aujourd'hui du micro-learning, l'apprenant est un receveur. Okay.
hein. Après, peut-être que Mathieu a une autre réponse à apporter. Bah, en fait, tu viens de l'apporter en partie. Tu as dit vous utilisez quand même les quiz. Après, vous avez un usage qui est en effet particulier de la solution, mais vous utilisez quand même les quiz. Il y a deux types de possibilités. C'est en effet les quiz choix unique, choix multiple, mais aussi, comme l'a très justement dit Séverine, il y a aussi le feedback et la review qui est laissé, le commentaire qui est laissé en fin de formation. Donc l'apprenant, il n'est pas que passif à recevoir du contenu, il est aussi moteur de feedback et d'amélioration continue et de réponse et d'engagement aussi. Merci. Alors moi j'ai une demande de complément sur la première question, parce que vous avez répondu sur la partie conception, mais pas sur la partie production. Et en distinguant peut-être à la fois la production par rapport à des nouvelles formations ou des formations sur lesquelles il y a déjà des contenus existants, et puis la partie vidéo, qui souvent est quand même une partie à production longue. Donc quels sont les temps? En fait, la question c'était les temps, et donc vous avez dit 3 heures, 3h30 pour la conception, mais derrière, pour la production, notamment sur la partie vidéo, ou quand c'est des nouvelles formations, donc des formations pour lesquelles il n'y a pas de support existant, quel temps vous avez vu dans les productions que vous avez réalisées? Alors, c'est vrai que la conception qui nous demande le plus de temps en interne, c'est effectivement le tournage des vidéos. Qui sont générateurs de faux rire, hein, quelquefois, donc on a besoin de refaire des prises, mais ça c'est le côté très agréable de la chose. Mais oui, effectivement, pour une vidéo qui va être mise en ligne dans le parcours de micro-learning, une vidéo d'une 30aine de secondes à l'écran, nous, on a quand même en temps de préparation du scénario, de tournage, de montage quand même, parce qu'on les retravaille. Hein, les professionnels ne repassent pas la chemise en 30 secondes d'un coup. Hein, nous, on fait des coupures pour être sur les temps vraiment essentiels du protocole. Donc oui, pour 30 secondes de vidéo à l'écran, on a une demi-journée de travail à plusieurs en équipe. Hein, puisqu'il y a la personne qui va filmer, la personne qui va réaliser la tâche. On va s'assurer de préparer le bon environnement de travail en amont. Donc ouais, 30 secondes, c'est bien une demi-journée pour 4 personnes. Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais revenir sur la notion de micro-learning du coup qui m'intéresse. Vous donnez un très bon argument en expliquant qu'effectivement plus les temps sont courts, plus on peut, on capitalise, on apprend. Moi, c'est comment vous interrogez sur. Moi, quand j'entends micro-learning, j'entends temps de cerveau disponible en fait. Et ça renvoie à des choses qui ne sont pas forcément très positives. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui le côté hybridation justement du travail à créer une disparition des frontières entre le perso et le pro. J'entends des formations qui se font sur les temps de trajet. La question, c'est comment, peut-être de part et d'autre, qui sont peut-être deux visions différentes, vous conservez l'apprenant dans des conditions, vous préservez en tout cas des conditions d'apprentissage qui ne soient pas une façon de rajouter des choses à la charge mentale des salariés qui, on le sait, c'est de plus en plus compliqué. Je ne vais pas parler de santé au travail systématiquement, mais quand même. Donc voilà, c'est une question qui m'interpelle, moi, en fait. Ces temps-là qui sont plus petits, comment vous préservez quelque part ceux qui reçoivent finalement cet apprentissage? J'y vais. Comme tu veux. Alors, à partir du moment où on propose du micro-learning à des apprenants, notamment l'exemple que je citais de l'utilisation pendant les temps de transport, déjà, on présente quand même le dispositif, alors soit nous directement organisme de formation, soit l'employeur, mais on a quand même pris la précaution avec l'employeur avant de lancer ce dispositif de rédiger une charte que l'on présente aux salariés qui vont bénéficier du micro-learning en précisant bien que ce type d'apprentissage, c'est pendant les temps de déplacement, c'est pas le week-end, c'est pas le soir. C'est voilà, des professionnels qui ont déjà une vie professionnelle très mouvementée, hein, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc aucunement les inciter à se former le soir ou le week-end.
Après, je ne garantis pas qu'ils ne le fassent pas. Hein, mais en tout cas, nous, on prend la précaution de ne pas les inciter à le faire. Et on ne définit pas en amont une durée de connexion nécessaire, idéale, obligatoire. Les dispositifs de microlearning sont disponibles. Le salarié se connecte quand il le souhaite et à aucun moment on va mesurer qu'en un mois il a fait tout le parcours de formation. Et ça, c'est aussi une jauge importante pour nous, de se dire, son parcours de formation, tel salarié l'aura fait en 15 jours, ok. Tel salarié, au bout de 2 mois, il n'est pas encore arrivé au bout. Alors on va échanger avec lui, parce que peut-être qu'il y a quand même un petit manque de motivation pour utiliser l'outil. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important et ce qu'on essaye de sécuriser, c'est effectivement de maintenir le cadre privé et de ne pas trop introduire l'outil dans ce cadre privé. Ouais, je compléterai sur le fait que quand on a conçu et quand on a imaginé et quand on s'est approprié cette notion de microlearning, on ne l'a pas du tout inventé bien évidemment, on s'est basé aussi sur des travaux et des recherches de neurologues, de l'INSERM. Vous parlez justement de mémoire à court terme, à long terme, et il y en a 3 autres types, des types de mémoire. En effet, l'idée, c'est pas de surcharger la mémoire d'un apprenant sur son temps de travail, un temps de trajet, ou sur son temps de travail de 3 à 30 minutes. L'idée, c'est la répétition des choses et c'est l'absence de distraction en complément de la simplicité de navigation. En fait, ces 3 paramètres-là font que, en effet, une action de formation courte, si elle est répétée et facile à mémoriser, elle va s'ancrer petit à petit. Évidemment, si on la consulte qu'une fois, sur un trajet, aucun impact. Si on la consulte une deuxième fois, on va peut-être penser à de nouvelles choses et l'absence de distraction plus la facilité de complétion vont faire qu'on va impacter. L'exemple qu'on prend tout le temps, désolé Magali, tu l'entends souvent, c'est quelques autres aussi, le grignotage, le nugget learning ou le grignotage pédagogique. Alors je suis gourmand, j'ai un petit peu de ventre, mais quand on mange une barre chocolatée, ce qui se passe souvent, c'est que quand on la commence, on a envie de la finir, mais on a envie de la finir soit tout de suite, parce qu'elle est super bonne, soit on va la laisser de côté, donc dans le sac à dos, et on va se dire, tiens, à 4 heures, mais en fait, je ne vais pas attendre 4 heures, j'ai envie d'y revenir. Et en fait, cette envie d'y revenir, la répétition de venir grignoter plusieurs fois des petits morceaux, fait qu'on impacte, ça génère des émotions, donc on travaille aussi pas mal sur ce sujet, pour faire en sorte que le micro-learning soit efficace. Alors, on a eu un cas d'usage qui est génial pour nous, mais pour d'autres aussi. Cette notion n'a pas du tout vocation à remplacer d'autres formations en situation de travail, en présentiel, en distanciel. Par contre, elle vient en complément pour justement mieux apprendre et mieux impacter l'apprentissage. Merci beaucoup, tous les deux. Merci à vous. Merci.